Bonjour. Eh bien, si tu me rejoins là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu te sens en décalage par rapport aux autres. Peut-être aussi cette pensée qui t'a traversé l'esprit, mais d'où je viens. J'ai l'impression d'être un extraterrestre en fait. Je me sens tellement différente des autres. Peut-être aussi c'est ta curiosité qui t'a amené là, une curiosité où tu adores apprendre en fait. Et également, peut-être aussi une difficulté à maintenir un cap sur ton business parce que ça change en fait pour toi et tu as de la difficulté à rester focus sur un seul et même objectif et plutôt à t'éparpiller et à partir sur plusieurs choses à la fois et du coup à en oublier quel était l'objectif principal à la base. Ça peut être aussi, tu te rejoins à nous là, parce que tu es en désaccord entre la majorité et ce que toi te semble vraiment juste en fait. Moi, je m'appelle Bilitis et j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, ou comme j'aime le dire aussi comme d'autres avant moi, j'ai pris conscience de mon haut potentiel sensible à l'âge de 15 ans. Mais je l'ai plutôt vécu comme un handicap. Et, je mettrai en avant juste après justement comment on reconnaît si nous sommes concernés par l'hypersensibilité. Et j'ai plutôt vécu comme un handicap et c'est que récemment, il y a quelques mois, ça va être maintenant en une année, que j'ai pris conscience de la force que c'était d'être au potentiel sensible. C'est ça aussi que je souhaite transmettre. Dans un deuxième temps, également, en fait, euh, moi-même, je me suis faite accompagner. Et l'année passée, ma mentor me dit, mais attends, Bilitis, tu devrais te renseigner sur le côté multipotentiel. Elle avait décelé quelque chose que moi, je n'avais pas encore identifié. Et en faisant quelques recherches, je me suis moi-même identifiée, mais également les clients que j'accompagnais déjà, puisque je suis coach depuis 2020. Et c'est ça qui m'a poussée à creuser davantage le sujet et surtout à me rendre compte que ce que j'appliquais moi-même, que les pratiques que j'appliquais moi-même dans mon mieux-être au quotidien étaient liées à ces deux singularités-là, le fait d'être multipotentiel et d'être au potentiel sensible. Bref, aujourd'hui, mon objectif, ça va être de vous partager en fait un extrait de la première étape de mon programme, l'ascension potentielle personnelle. Et là, en fait, on va se centrer exclusivement sur la reconnaissance de soi. Et comment, en fait, qu'est-ce que c'est le haut potentiel sensible? Quels sont ses défis? Et également, comment on reconnaît un multipotentiel? Quels sont ses défis? Et quelles sont aussi nos différences au niveau, en fait, neurologique, au niveau du cerveau? Parce que ça se passe en particulier au niveau du cerveau, cette différence-là. Et alors, pour démarrer justement, au niveau du fonctionnement du cerveau du haut potentiel, je vais vous partager quelques informations clés. C'est que la structure en fait du cerveau du haut potentiel intellectuel ou du haut potentiel sensible ou du multipotentiel, elle est différente, sa structure du cerveau est différente des neurotypiques. Les neurotypiques, c'est ce qui va être considéré comme la norme en termes de structure du cerveau. Et donc, on va appeler le haut potentiel intellectuel ou le multipotentiel ou le haut potentiel sensible neuroatypique. Et vraiment, ce qui est important à noter, à souligner, c'est que notre différence n'est pas unique, elle est neurophysiologique. C'est que ça se passe en nous, dans notre corps et au niveau de notre cerveau. Néanmoins, ce qui va être unique, c'est le degré auquel s'expriment cette ou ces singularités chez soi. Et la conséquence première, en fait, de ces spécificités structurelles et fonctionnelles est que le cerveau du haut potentiel est avant tout un cerveau électrique. Et ça, en fait, on peut l'expliquer par l'épaisseur des gaines de myéline qui, en fait, conduisent une plus grande quantité d'influx nerveux dans le cerveau. C'est ce qui rend, en fait, le cerveau au potentiel super excitable. C'est ce bouillonnement cérébral qui peut, d'après les travaux du psychiatre Kazimierz Dabrowski, se manifester sous 5 formes
différentes selon les individus. Vous allez avoir 5 types d'hyperexcitabilité. Donc, premièrement, au niveau psychomotrice, c'est-à-dire d'avoir une grande énergie, une grande curiosité, une difficulté à rester assise et un besoin constant de changement. Vous avez également l'hyperexcitabilité sensuelle, où là, il y a une plus grande sensibilité aux perceptions sensorielles. Ensuite, on a l'hyperexcitabilité imaginative, c'est une tendance en fait à aller à la rêverie, qui conduit aussi à une vie intérieure très riche et une grande créativité. Il y a également l'hyperexcitabilité intellectuelle, qui est donc une habileté pour les analyses et la synthèse. Également des questionnements profonds comme qu'est-ce que la vie? Y a-t-il un après la vie, par exemple? Et un besoin d'apprendre par soi-même, donc être autodidacte. Et enfin, la dernière hyperexcitabilité, c'est au niveau des émotions. Ça peut être des émotions intenses et fortes, on peut être fortement dans l'empathie. Et ce qui est intéressant, c'est en fait quand le multipotentiel et le haut potentiel sensible se croisent. Parce que les deux profils, en fait, font partie de la famille des neuroatypiques. On disait que les neuroatypiques, en fait, c'est simplement qu'ils ont un fonctionnement cognitif au niveau du cerveau qui est différent de la norme. Et en fait, le multipotentiel est concerné par ce que Christelle Petit-Colin appelle la surefficience mentale, c'est-à-dire un cerveau qui se pose beaucoup de questions, qui pense beaucoup et qui vit beaucoup d'émotions. À savoir que ça concerne 15 à 30% de la population. Et pour vous donner une idée, en fait, c'est que l'information qui est reçue passe par la partie limbique du cerveau, qui est le siège des émotions. C'est ce qui explique une réaction dans l'affect pour celles et ceux qui sont concernés par le haut potentiel sensible. Je vais vous donner un exemple. Vous avez Caroline qui est concernée par le haut potentiel sensible. Et elle voit passer Frédéric qui trace devant elle. Et là, en fait, l'information, elle peut passer par le côté limbique du cerveau, côté émotionnel ou côté rationnel du cerveau. Mais elle va prendre le chemin émotionnel. Donc Caroline, elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait encore à Frédéric? Est-ce que j'ai oublié de répondre à un email? Est-ce que c'était ma dernière intervention? Ça lui a pas plu? Tout de suite, ça part sur le côté des émotions, du fait d'être peut-être de se sentir rejeté, par exemple, et de se mettre au mal, du coup, par rapport à cet évitement de Frédéric. Mais à l'inverse, on va avoir Josiane qui va vivre la même situation avec Frédéric, mais quant à elle, elle n'est pas concernée par la surefficience mentale. Et donc, l'information, c'est-à-dire qu'elle va percevoir, c'est-à-dire Frédéric qui passe devant elle très vite et ne lui dit pas bonjour, eh bien, elle va analyser ça de manière plus rationnelle et elle va se dire, tiens, Frédéric, aujourd'hui, il est pressé. Il n'a même pas pris le temps de dire bonjour. Bon, voilà, je passe à autre chose et je me reconcentre sur ce que j'étais en train de faire. Donc ça, si vous avez déjà compris ça, je pense que c'est hyper capital d'identifier que le haut potentiel sensible, en particulier, sa sensibilité vient du fait que quand il perçoit des informations de son environnement ou que quelqu'un lui parle, ça passe par le canal émotionnel du cerveau et non pas rationnel, contrairement donc à 85%, 70 à 85% des gens. 85 à 70% des gens, l'information pour eux, il passe du côté rationnel du cerveau. Voilà ce que je voulais vous partager. Et là, on va faire un focus sur le haut potentiel sensible avant de partager le côté multipotentiel. Donc, le haut potentiel sensible, il faut savoir que le terme d'hypersensible, comme je vous le disais, je le remplace par le terme de haut potentiel sensible, parce que comme l'explique Marjorie Véron dans son livre L'équilibre naturel du zèbre, c'est pour reprendre en fait ces lettres de noblesse
et rendre ces lettres de noblesse à la sensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle. Comment on identifie l'hypersensibilité ou le haut potentiel sensible? Il faut savoir que c'est une singularité qui n'est pas personnelle, puisque 20% de la population est concernée. Il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'on est haut potentiel sensible que nous sommes concernés par le haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou qu'il soit multipotentiel. Néanmoins, si nous sommes concernés par le haut potentiel intellectuel ou le multipotentiel, oui, on est concerné par le haut potentiel sensible. Comment est née cette notion d'hypersensibilité, de haut potentiel sensible? Il se trouve que ça nous vient des États-Unis par Helen Aharon, qui est une psychologue américaine, et elle est chercheuse également. Et elle est spécialisée dans la question de l'hypersensibilité. Et il se trouve que c'est au cours de sa propre psychothérapie que Helen Aharon a compris que toutes ces réactions soi-disant anormales étaient dues à son hypersensibilité. En fait, elle a mis en avant que les hauts potentiels sensibles traitent les informations avec une certaine profondeur. C'est plus subtil que les autres. Cette sensibilité peut être soit olfactive, liée aux 5 sens. Donc, on dit de manière commune qu'on a tous un sens plus développé que les autres. Sauf que pour le haut potentiel sensible, il peut avoir plus d'un sens plus développé. Et ça peut être autant au niveau du son, et donc d'être sensible quand on est dans un espace bruyant, d'entendre les voix derrière qui peuvent déranger, et notamment travailler dans un open space pour un hypersensible, c'est vraiment un défi tous les jours parce que ça pompe énormément d'énergie puisqu'il entend tout. Également, dans le côté positif, c'est d'avoir une audition très fine, c'est au niveau de la musique, par exemple, et de pouvoir mieux entendre les subtilités, les sons et créer des accords, par exemple. Aussi, également, au niveau des odeurs, c'est pas forcément agréable si c'est celui-ci qui est plus développé. Au niveau gustatif, là, ce sera plus un sens qu'on peut retrouver très développé, en particulier chez nos grands chefs étoilés. Et en fait aussi, c'est en fait donc la sensibilité, elle est liée au stimulus qui est plus subtil. L'excitabilité au stimulus est vécue de manière plus prononcée que la moyenne des gens. Elles font preuve aussi d'une émotionnalité plus forte et également d'une empathie forte. Et l'empathie, donc, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il ressent. Mais du coup, quels sont les défis du haut potentiel sensible? Voici quelques défis. Donc, c'est comprendre que son câblage qui peut le rendre émotif, c'est son câblage qui peut le rendre émotif, réactif ou susceptible. C'est aussi de savoir ressentir dans son corps, parce que l'hypersensible aura plutôt tendance à justement, pour vouloir se protéger de ce mécanisme-là, il va plutôt se construire une carapace et donc ne plus rien sentir dans son corps, se couper de ce que son corps a à lui dire, ce que ces tensions dans son corps a à lui dire. C'est également d'exprimer son ressenti tout en respectant l'autre, parce qu'on peut avoir tendance à déborder de manière émotionnelle et du coup, l'autre ne sait pas vraiment quoi faire de tout ce débordement. C'est aussi d'éviter donc le piège de construire une carapace. Quand on construit une carapace, justement, on ne sent plus rien et on se coupe de toute hypersensibilité, que ce soit de la positive ou du lourd. Et l'idée, donc, c'est que s'il y a une carapace qui est présente, c'est d'apprendre à s'autoriser petit à petit et à exprimer ses besoins. Voilà concernant l'extrait pour le haut potentiel sensible. Et à suivre aussi dans cette première ascension, c'est un exercice avec une audite des zones d'attention de notre haut potentiel sensible. Également les clés pour faire de ce haut potentiel sensible une force et pour répondre à ces défis. Et aussi, mais que permet donc l'hypersensibilité? Ensuite, concernant le côté multipotentiel, eh bien,
c'est l'idée qu'en fait, vraiment, il faut casser ce mythe ou ces fausses croyances que ce n'est pas une maladie, on n'est pas bien ou meilleur que les autres, c'est simplement des compétences différentes des autres. Et du coup, comment définir le multipotentiel? Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui, d'après les recherches du docteur Frederickson en 1972, des recherches sur la douance, il indique que lorsqu'il est dans le milieu approprié, le multipotentiel se permet de sélectionner et de développer un certain nombre de compétences à un niveau élevé. Et Christelle Petit-Colin, dans son livre « Je pense trop », dit que dans la petite enfance, entre 3 et 6 ans, il y a un tri neuronal qui se fait de manière naturelle. L'enfant élimine des milliards de neurones et de connexions électriques qui ne lui sont pas indispensables. Néanmoins, une autre de ses collègues, Sophie Réville, autrice du livre « Dans le cerveau d'Hugo », met en avant que cette perte de connexion de neurones entre l'âge de 3 et 6 ans serait moins forte, en particulier chez les surefficients, donc ici les multipotentiels. Et du coup, comme chez le multipotentiel, il y aurait plus de connexions neuronales qui se sont conservées, c'est ce qui explique ce bouillonnement d'idées et ce qu'on va appeler la pensée en arborescence. Voilà, la pensée en arborescence, c'est comme, on peut le voir encore mieux, voilà, ça part dans tous les sens en fait. Et c'est ce qui nous permet en fait de connecter des différentes idées, différents sujets ensemble, ce qui est l'opposé de la pensée séquentielle, qui est du coup une pensée, une chose à la fois, alors que la pensée en arborescence, ça va piocher dans différents domaines, compétences, souvenirs, par exemple. Et quelles sont en fait les particularités du multipotentiel? Déjà, donc, il peut se lancer à fond dans un sujet et dans une activité un temps. Et il a cette fameuse pensée en arborescence. Il a une capacité à exceller dans 2 ou plusieurs domaines, une capacité à faire des liens entre 2 ou plusieurs domaines. Et quelles sont ses zones de force au multipotentiel? Eh bien, sa zone de force, c'est qu'il est extrêmement curieux. Il adore apprendre. Il va par exemple lire jusqu'à 3 livres en même temps, ou bien il aura plus de 5 fenêtres ouvertes sur son écran d'ordinateur. Il aura peut-être aussi déjà fait plus de 5 formations, vous verrez sur son profil LinkedIn. Il cumule aussi les activités en même temps ou distancé de quelques années. Il est extrêmement créatif, c'est un excellent contributeur pour les sessions de brainstorming et il a une facilité d'adaptation car il a l'habitude de la nouveauté. Et il ne part jamais de zéro. Il sait faire le lien avec des connaissances précédentes et il sait aussi connecter facilement à l'autre, à aller parler à l'autre, parce qu'il va forcément trouver un sujet sur lequel il va savoir contribuer ou dans le même cas aussi être curieux d'apprendre de l'autre. Et également, il y a quand même certaines zones d'attention pour le multipotentiel. Là, je vais vous en citer quelques-uns. C'est par exemple le shiny object, c'est-à-dire le syndrome de l'objet brillant. Pour l'entrepreneur, c'est d'essayer constamment de nouvelles stratégies, de nouveaux outils, de nouvelles formations. Puis, une fois testé ou accompli, l'outil perd de son intérêt, la formation n'est pas mise davantage à profit. Et le problème, c'est qu'on brûle son capital finance. On peut rendre aussi confus ses équipes parce qu'une fois, on prend un certain cap et quelques semaines après, on change. Ou bien les projets ne sont pas finis et on peut aussi se décourager parce qu'on ne finit jamais rien, parce qu'on a tendance à commencer tout le temps de nouvelles choses. Néanmoins, c'est OK de ne pas toujours finir parce qu'on sera venu aller chercher l'information dont on a besoin. Et aussi, dans le deuxième point, la deuxième difficulté, c'est qu'il y a un besoin de sens dans ce à quoi il contribue le multipotentiel. S'il n'identifie pas clairement ce à quoi il contribue, alors il s'éteint à petit feu. Et c'est ce qu'on va appeler le brown out, qui est différent du burn out, qui est plutôt une fatigue et un stress intense. Mais là, le brown out, c'est lié à un manque de sens. Ensuite,
la troisième difficulté, c'est le syndrome de l'imposteur ou le sentiment d'imposture, c'est-à-dire la difficulté à se sentir légitime dans un ou plusieurs domaines, parce que d'après lui, il n'a pas assez d'expérience ou bien que quelqu'un d'autre est bien meilleur que lui. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il a des facilités d'apprentissage, puisqu'il est tout le temps curieux, comme on le disait, il part jamais de zéro, donc il arrive facilement à creuser un sujet s'il est intéressé par le sujet, parce que sinon, s'il ne trouve pas d'intérêt, ça va pas avancer. Mais s'il est intéressé par le sujet, oui. Et du coup, comme il ne perçoit pas cette facilité-là, il va se dire non, mais en quoi je suis légitime, moi, au bout de 3 mois, de me lancer dans telle activité, alors que d'autres, ça fait 6 mois, 12 mois ou plus. Et donc, plutôt une tendance à se dévaloriser parce qu'il ne perçoit pas ses atouts et ses forces. Il ne connaît pas ses atouts et ses forces. Également, il peut y avoir ce côté de perfectionnisme malsain avec une exigence élevée par rapport à soi, par rapport aux autres, et souvent une insatisfaction du travail accompli. Et il se concentre surtout sur l'échec. Mais ce qui est intéressant sur le perfectionnisme, c'est que il faut différencier le perfectionnisme sain du perfectionnisme malsain. Et ça, c'est d'ailleurs un article que je partage pour l'identifier davantage, en quoi en fait le perfectionnisme fait partie du haut potentiel, même au niveau de sa manière de fonctionner, de son cerveau. Et ça, c'est un article que vous pouvez retrouver aussi auprès de Marjorie Véron. Et c'est aussi un besoin de variété, sinon ce sera le bore-out, l'ennui. C'est une sensation d'ennui quand toutes les missions, les tâches sont répétitives. Il y a peu ou pas du tout de nouveautés. Donc, c'est ce qu'on va retrouver chez certains qui vont faire de nombreux postes parce qu'ils auront fait le tour du premier et ils voudront tester autre chose dans la même entreprise ou dans d'autres. Mais attention, trop de variété aussi, trop de projets, ça peut augmenter le stress et donc mener au burn-out. Et à l'inverse, voilà, le multipotentiel, il peut se lancer dans trop de nombreux projets et ce qui peut lui faire perdre son propre équilibre. Également, c'est au niveau de l'enthousiasme ou l'envie de faire plaisir qui peut l'emporter à dire oui à tout, en fait, et tout de suite. Et aussi de ne pas avoir appris, en fait, à dire non, parce qu'il y a trop de négativité associée au fait de dire non, parce qu'il vaut mieux dire oui et être dans le côté gentil, mais du coup, plutôt dans le côté gentil subi. Donc, attention, en disant oui à tout de suite, on se surcharge et à nouveau aussi, on va vers la pente du burn-out. Également, il y a une difficulté à identifier les priorités parce qu'il n'y a pas de fil rouge. Ce qui fait qu'il y a un lien avec la surefficience mentale. C'est que ceux qui sont concernés par la surefficience mentale, eh bien justement, ce tri d'identifier qu'est-ce qui est important ou pas, quelles sont les priorités. Quand ceux qui ne sont pas concernés par la surefficience mentale, ce mécanisme se fait de manière automatique, le fait d'identifier les priorités, eh bien, chez ceux qui sont concernés par la surefficience mentale, cela se fait de manière manuelle. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, d'attention. Et également, le multipotentiel peut se dire, ah tiens, j'étais super productif aujourd'hui, mais est-ce que en fait, les vraies priorités ont vraiment été générées? Et enfin, c'est le 9e point sur la dispersion, le manque de concentration. Le multipotentiel peut se laisser déborder, soit par son environnement, ou bien confondre multipotentiel avec multitasking. Attention, ça n'a rien à voir. Et du coup, à suivre dans cette première ascension, c'est un exercice en identifiant, faire une audite de ces zones d'attention par rapport à notre multipotentiel. Également, des pistes de réflexion pour chaque zone d'attention quand on est concerné par le multipotentiel. Là, c'était donc un extrait de la première ascension, reconnaissance de soi, qui fait partie du programme L'ascension potentielle personnelle. Et déjà, cette première ascension, c'est un excellent début et c'est une avancée de surface pour mieux se connaître en fait soi-même quand on est concerné par l'hypersensibilité et le multipotentiel. Quels sont les points forts, quels sont les défis, les zones d'attention et comment relever ces défis. Et vous retrouverez d'ailleurs l'extrait
de la première ascension avec le détail de chaque profil et défi à télécharger. Vous retrouverez le lien de téléchargement en description sous cette vidéo. Et également, la suite de l'ascension, en fait, c'est déjà au niveau de la deuxième étape, qui est donc de cultiver son mindset à travers ses singularités. C'est vraiment d'aller plus en profondeur. Là, on a vu la surface, connaissance de soi, ok, comment on identifie, très bien, je m'y reconnais, très bien. Mais au niveau de la deuxième étape, on va plutôt en profondeur et comment en fait retrouver une certaine paix, une certaine sérénité par rapport à ces singularités-là. Parce qu'on a tous vécu, ceux qui se sentent concernés par l'hypersensibilité, le multipotentiel, on a tous vécu des moments où ces singularités-là, c'était pas agréable à vivre et on en garde encore des souvenirs qui peuvent être amers et difficiles. Et c'est pour ça que dans cette deuxième étape-là, bien, on va retrouver ces moments-là, mais l'objectif, c'est de leur donner un nouveau sens. Et avec votre nouvelle conscience plus éclairée, de redonner un nouveau sens à ces défis du passé qui vous permettront du coup de mieux vivre le moment présent et ce qui aura à venir. Et la troisième étape, ça concerne d'identifier justement et de renouer, de retrouver votre cœur connection à haut débit. Et ça passe, je vais vous partager en fait des pratiques, des rituels au quotidien pour nourrir ce dialogue intérieur sain de vous à vous et si nécessaire, oui, de faire du nettoyage, déjà même avec vous-même, pour du coup se concentrer et encore mieux vivre ces singularités-là au moment présent. Et enfin, la dernière étape, la quatrième étape, donc c'est vous avez peut-être remarqué que, par exemple, vous avez peut-être remarqué que vous perdez beaucoup de temps parce que vous vous mettez dans plein de projets différents, vous partez dans tous les sens, ou bien vous perdez beaucoup d'énergie parce qu'en étant hypersensible, on peut être happé par l'énergie des autres, mais aussi nous-mêmes à travers l'un des 5 voleurs invisibles du temps qui peut être la rumination. Donc, comment on fait face à la rumination, qu'elle soit, c'est-à-dire une répétition ou un dialogue qu'on a en nous à l'intérieur d'une situation qui s'est passée il y a 3 jours, 1 semaine, 2 ans, et la rumination future de se projeter sur une situation qui n'est même pas encore arrivée, mais où déjà, en fait, on se projette et ça ne nous aide pas forcément. Et donc, c'est l'un des 5 voleurs du temps. Donc, sur cette quatrième ascension, c'est justement comment, face à nos singularités d'hypersensibles et de multipotentiels, comment nourrir notre énergie et avoir une meilleure relation au temps. Également, il se trouve que donc, ce programme, l'ascension potentielle personnelle, j'ai eu l'opportunité de le présenter et d'en faire une expérience de groupe. Et il a été testé par 3 femmes. Et cette expérience de groupe, j'avais envie de vous partager quelques retours. Ce qui est ressorti, c'est notamment au niveau de la pédagogie utilisée, c'est-à-dire la manière d'amener le sujet avec délicatesse, et alors que c'est un sujet qui peut être justement délicat, mais d'amener le sujet et aussi de créer un espace qui favorise l'échange bienveillant. C'est aussi un partage de multiples outils à en mettre en pratique et qui peuvent être rapidement mis en pratique en fait. Ça, c'est ce qui a plu. Et le dynamisme en fait de groupe qui permet justement de pouvoir échanger, d'avoir l'expérience de l'autre. Et d'avoir pris conscience de la force de chacun des profils et de prendre conscience du coup de ses propres forces. Donc dans l'ensemble, c'est une dynamique de groupe, c'est la bienveillance et la variété des outils qui sont présentés. Alors pour participer à la première ascension officielle avec une offre canon de lancement spécial Black Friday, j'ai libéré quelques créneaux dans mon agenda et le lien est dans la description.
Et pour garantir un espace d'écoute où chacun aura la possibilité d'interagir, l'ascension est prévue pour 5 participants. Pensez à télécharger les infos clés extraites de cette première ascension. À bientôt, Bilitis. Je vous aide à identifier, accepter et faire rayonner vos singularités.